je vous propose de démarrer ce nouveau webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous ce midi pour parler donc de la consolidation sur le marché de la e-santé. Peut-être brièvement, donc moi je suis Stéphanie Hervier, je suis une des cofondatrices de Medavis, j'en suis la directrice générale. On a organisé ce webinaire en fait dans la continuité du webinaire précédent qui avait eu lieu au mois de novembre sur les business models dans la santé, au cours desquels Laurie Sofiati de la CNAM et Paul-Louis Beltante de Résilience étaient intervenus. On voit bien en tout cas aujourd'hui que c'est un sujet clé en ce moment sur notre secteur, à l'heure à la fois de la raréfaction des financements, de la recherche de pérennité économique des entreprises sur le sujet et aussi de tout l'enjeu de conserver l'innovation qui foisonne depuis des années. Donc, on est sur un moment clé sur notre secteur en ce moment où on sent que ça chuchote, ça s'approche, tout le monde cherche tout le monde se pose la question de qui achète quoi, autour de quelle stratégie, etc. Et donc, l'objectif ce midi, c'est de lever le voile sur ces discussions et présenter où on en est aujourd'hui et où en sont différents acteurs qui vont être amenés à s'exprimer, notamment aujourd'hui. Donc, je laisse Denise Silbert présenter les intervenants qui nous font l'honneur et la joie de participer. Et je vous laisse la parole, Denise. Bonjour à tous. En effet, ce sujet, la consolidation, est un sujet passionnant. La consolidation s'appelle ou se produit notamment dans des secteurs où le marché est fragmenté ou atomisé. Et nous allons parler des différentes évolutions possibles pour des petites structures. Certes, elles peuvent fermer leurs portes, elles peuvent se faire racheter, elles peuvent fusionner. Et pour ce faire, nous avons avec nous par ordre alphabétique Virginie Laz, qui est associée gérant et co-head of European Technology Investment Banking chez Rothschild. Nous avons Dominique Pont, qui est directeur général de la Poste Santé et Autonomie. Et nous avons Emmanuel Sèvres, qui est consultant pour Zerfi. Et je vais justement commencer par Emmanuel. Donc, Emmanuel, vous avez fait plusieurs études du secteur de l'e-santé. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous arrivons maintenant à une certaine maturité, à un contexte où on commence à voir apparaître ce terme de consolidation? Quelles sont les raisons? Pourquoi c'est maintenant et comment notre public ici, qui est très mixte, il y a des professionnels de santé, il y a des entrepreneurs, il y a des personnes de différents horizons. Donc, comment peut-on simplifier ce contexte? Quelles sont les tendances? Emmanuel, est-ce que vous avez connecté votre micro? Oui. Vous et voilà, donc ouais, vous pouvez recommencer. D'accord. Donc, moi, il y a 3 points éventuellement pour démarrer qui me semblent importants d'aborder. C'est d'un côté le cadre technique en termes de maturité. On va dire qu'on a eu des efforts qui ont été nourris au cours des dernières années pour favoriser l'interopérabilité des solutions, de construire des référentiels. Ça, c'est un élément indépendamment du contexte financier qui joue en faveur d'une convergence entre des activités éparses et des solutions très diverses au sein de la e-santé. Donc ça, c'est un premier point et qui a tendance à se cristalliser autour de toute l'édition de logiciels pour structures de soins et pour professionnels de santé. Donc voilà, ça c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui relève là pour le coup plus du contexte financier, où moi je dirais quand même on est quand même plus dans une phase de sélectivité aujourd'hui sur la notion de consolidation. Je veux dire, on a effectivement des difficultés de financement qui concernent les petites structures, mais qui concernent aussi les grands groupes qui ont eu peut-être des moyens plus développés au cours des années, notamment ceux qui sont cotés en bourse, des grands groupes étrangers, qui ont eu des politiques de croissance externe très actives par le passé. Et aujourd'hui, la question se pose aussi pour eux parfois de phénomènes de recentrage. Donc, sur cette, pour moi, on est plus dans une notion de sélectivité aujourd'hui. Après, il y a une spécificité en France, c'est quand même le soutien
de financier de la puissance publique et une vraie politique industrielle aussi de favoriser une consolidation, de faire émerger des champions nationaux. Donc, il y a un relais qui est BPI France et il y a une politique coordonnée aussi avec des grands groupes qui fait que la puissance publique a un rôle important à jouer aujourd'hui. Et le dernier point que je vais aborder, c'est plutôt l'aspect de cadre de prise en charge et du mode de régulation des marchés, donc avec un rôle important, un impact de l'assurance maladie. Et là, en l'occurrence, on va dire, les actions sont un peu ambivalentes en termes de consolidation, puisque on va dire que d'un côté, tout ce qui stabilise et qui favorise, stabilise les cadres réglementaires, donc là encore, arriver à maturité, ça donne de la visibilité et ça peut, on va dire, inciter à ce que des groupes se positionnent sur le marché. Là, on va plus parler de tout ce qui est télésanté, donc téléconsultation médicale, télésurveillance médicale. On l'a bien vu en 2018 quand il y a eu la prise en charge de la téléconsultation. Les groupes étrangers sont arrivés par la suite, une fois que le cadre était défini. On a un peu un tournant un peu similaire dans la télésurveillance médicale aujourd'hui. Donc là, il y a ce moteur-là, mais il y a aussi, on va dire, un élément qui contrebalance, qui fait que le mode de régulation aussi de l'assurance maladie vise des objectifs quand même de préserver des logiques de parcours de soins, de maîtrise des coûts, créer aussi parfois impacte directement l'organisation du jeu concurrentiel sur ces marchés et peut freiner des logiques d'industrialisation et aussi accroître la spécificité du marché français par rapport à des logiques éventuellement de globalisation qui pourraient se développer et favoriser une consolidation internationale en fait des marchés de la e-santé. Donc voilà, là on est plus sur un élément ambivalent en termes d'impact sur la consolidation. Très bien. Et on n'a pas évoqué les problèmes de cash. Il y a eu l'étude Panorama de l'e-santé Health Tech qui a dit en fin 2023 que 45% des entrepreneurs anticipent des difficultés cette année. Qu'en est-il de ces questions de financement? Emmanuel. Là, ça rejoint un peu ce que je vous disais. La question, c'est peut-être quelles sont. Il y a des difficultés. Ça, c'est bien entendu. C'est l'aspect sélectivité. Après, peut-être la question à se poser, c'est qui pour racheter ces sociétés aujourd'hui, compte tenu du contexte. Et si on regarde en termes de. Bon, je rappelais, bien sûr, il y a BPI France qui est quand même présent au capital de pas mal de sociétés en soutien. Après, du côté des groupes privés qui peuvent potentiellement soutenir et consolider ces acteurs, moi je vois potentiellement ça peut se jouer sur un plan, on va dire, d'intégration horizontale, donc qui rejoint un peu le premier point que j'évoquais sur le cadre technique. Il y a des acteurs qui vont agglomérer des solutions pour ensuite les proposer aux structures de soins, aux professionnels de santé et en fait proposer une logique de guichet unique. Donc là, on est sur ce type d'acteurs dans l'édition de logiciels. Et puis il y a aussi l'aspect plus intégration verticale qui se joue avec des sponsors que sont les industriels de santé euh, et le monde de l'assurance qui ont vocation, eux, à intégrer des solutions e-santé dans leurs propres offres autour des dispositifs médicaux pour les industriels de santé ou des médicaments, ou dans le cadre de l'assurance santé, dans tout ce qui est dispositif de prévention et d'accompagnement qui accompagnent les garanties. Et ces groupes potentiellement consolidateurs. Par contre, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est plutôt une mise en retrait de ces acteurs, à mon sens, en tant qu'investisseurs directs dans ces secteurs. On est plus dans des logiques enfin, la téléconsultation était un bon exemple parce que les assureurs étaient rentrés en tant qu'acteurs à part entière. Aujourd'hui, ils sont plus en retrait et sur des logiques plus de prise de participation et de collaboration stratégique avec des acteurs, mais pas nécessairement d'intégrer les activités en tant que telles. Et pour les industriels de santé, c'est à peu près similaire. Je sais pas, j'ai pas répondu à votre question, je pense. Mais... Si, mais nous allons continuer avec Dominique Pont,
qui est justement un des acteurs cités à la Poste. Donc, on sait, Dominique, que vous êtes très soucieux de la souveraineté France-Europe. Quel regard est-ce que cela vous donne sur le concept de la consolidation du secteur e-santé en France? Oui, bonjour à tous, merci de l'invitation. Le prisme, en fait, sur ces sujets de consolidation des acteurs de l'innovation dans le numérique en santé, le prisme, moi, qui m'intéresse, c'est le pourquoi il faut consolider, au-delà de sauvegarder des boîtes, pourquoi, en fait, il faut consolider. Et pour moi, la réponse du pourquoi, c'est que ça sous-tend la question de la souveraineté. C'est quoi la souveraineté? C'est la capacité de notre système de santé français et au-delà de ça, des systèmes de santé européens à être maîtres de leur destin en termes d'orientation, de santé publique, d'efficience de leur fonctionnement. Et c'est impossible qu'on puisse imaginer être maître de son destin à l'heure d'aujourd'hui dans les systèmes de santé, sans être maître de son destin du numérique et des plateformes numériques et des outils numériques qui soutiennent l'organisation des soins. C'est impossible. Et être maître de son destin en matière de numérique en santé, c'est non seulement être en capacité de développer de l'activité économique dans nos pays, mais aussi de garantir une forme d'éthique en fait de notre système de santé, puisque l'éthique du système de santé va beaucoup se baser sur la façon dont la technologie va aider nos systèmes de santé à se développer sur des champs d'amélioration de l'efficience, d'optimisation du parcours de soins, d'innovation, d'épidémiologie, etc., etc. Et donc en fait, pour moi, la question de la consolidation des acteurs, c'est avoir une vision politique de la souveraineté. Et la souveraineté, elle va se construire dans une alliance entre la puissance publique, entre les innovateurs, les startups et les industriels. Et c'est dans ce triptyque, dans une sorte d'alliance commune, qu'on peut avoir le pourquoi et le sens de la consolidation. Ça me paraît essentiel. Et derrière, s'il y a ça qui est solide, s'il y a ça qui est bien défini, s'il y a ça qui est construit, les solutions de financement, on finira par en trouver. Les acteurs industriels qui se sentiront rassurés, comme ce que vient de dire Emmanuel, la pharma, la medtech, les assureurs se diront, il y a quelque chose de solide qui est en train de se construire. Donc, moi, ma vision, c'est que je milite pour cette alliance de consolidation dans une vision souveraine. Et donc, ce qu'on peut regarder aujourd'hui, c'est quoi? C'est que peu ou prou, tout n'est pas parfait bien sûr, mais il y a quand même, comme le disait Emmanuel, la puissance publique a avancé sur ces sujets avec des cadres, avec des financements, en soutien à l'industrie, mais en cherchant à réguler, à normaliser pour permettre justement et favoriser la consolidation. Il y a quand même foison d'innovation. On ne peut pas dire qu'on manque d'innovateurs en France. Si vous regardez juste les startups en e-santé dans le cadre du parcours de santé au sens large, télésuivi, télésurveillance, préparation d'hospitalisation, téléexpertise, tout ce champ-là, il y a peut-être 200 boîtes en France sur ces sujets-là. Et c'est sûr que dans 5 à 10 ans, il n'y en aura pas 200. Hein. Donc forcément, il y aura une consolidation, mais cette consolidation, je croise les doigts et je prie pour qu'elle se fasse dans un cadre souverain, français et européen, parce que ça nous permettra de créer de la valeur dans nos pays et ça permettra de créer de la valeur pour nos systèmes de santé. Et donc pour moi, le chaînon qui manque aujourd'hui, c'est une sorte de Grenelle du numérique en santé qui associerait les industriels du numérique, les innovateurs et la puissance publique pour imaginer ces consolidations. Moi, je pense que les consolidations qui vont être clés, on va dire dans les 1 à 5 ans, il va y avoir 2 grandes thématiques sur lesquelles il faudra de la consolidation pour être vraiment dans les sujets déterminants pour le futur du numérique en santé et déterminants pour les systèmes de santé. C'est les questions de parcours patient, parcours de santé, numérisé. Je pense qu'il y a un énorme champ. Il y a maintenant un petit peu de solvabilisation de ces sujets-là via la télésurveillance, via la téléexpertise et les thérapies digitales. On sent que petit à petit, on va tendre vers ça. Donc là, il faut absolument prendre les devants là-dessus. Et le deuxième sujet, c'est sur les sujets de l'exploitation de la data en santé avec toutes les promesses de l'IA prédictive et générative. Donc, moi, je pense que les industriels doivent prendre leurs responsabilités. La puissance publique a franchement avancé ces dernières années. Il faut continuer à
à mobiliser en fait ces tours de table communs en fait, puissance publique et industrielle, start-up, et à partir de là, s'il y a une vision commune, une stratégie commune, ben, les investisseurs et les industries de santé clients de ça, ben, ils prendront confiance. Et pour moi, l'étape manquante aujourd'hui, c'est cette espèce d'alliance, voilà, qui n'est pas encore construite. Très bien. Donc, parlez-nous un peu des exemples d'acquisitions effectuées par La Poste. Il y a MainCare, il y en a d'autres. Par quels critères ces achats ont-ils été effectués? Le groupe La Poste, c'est un groupe qui est en train de se diversifier, eu égard à l'attrition de son métier d'origine qu'il faisait depuis 6 siècles, qui était la disparition du courrier. On fait un métier depuis 6 siècles et en 2 décennies, le métier disparaît, donc il faut se réinventer. Donc ce groupe s'est diversifié dans la banque, dans l'assurance et dans la logistique. Et avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations, qui est devenue l'actionnaire majoritaire du groupe La Poste, les futurs relais de diversification, ce sont les services humains de proximité, services à la personne. Je ne parle pas de la santé, je parle de manière générale. Donc, diversification maintenant dans les services humains et dans les services de confiance numérique. Donc, dans le champ de la santé et de l'autonomie, si on prend ces 2 axes, eh ben, en fait, le groupe La Poste va essayer de se positionner comme un acteur industriel, on va dire d'intérêt général, à capital public, de long terme, qui va se recentrer sur les services humains de proximité pour tous les sujets de santé à domicile, pas comme professionnel de santé. Bien sûr que La Poste va pas opérer des gens dans les blocs opératoires, bien sûr, mais comme acteur industriel partenaire des professionnels de santé, des établissements de santé, des industries de santé, des acteurs de la santé, pour aider à industrialiser les sujets de maintien en bonne santé à domicile, avec la capacité à aller voir les gens chez eux, d'une part, avec des paramédicaux, avec des solutions et des plateaux humains de télésuivi, de télésurveillance, des services d'aide et d'accompagnement, des prestataires de santé à domicile, et avec derrière des plateformes numériques qui permettent d'accompagner ce mouvement vers le maintien en bonne santé à domicile. Donc, je pense qu'il y a quand même un relatif consensus de dire que ça sera clé pour la sauvegarde des systèmes de santé un peu partout dans le monde. Pour le dire d'une petite pirouette, on ne va pas s'en sortir qu'avec des EHPAD et des hôpitaux. Il va falloir, avec le vieillissement des populations, l'explosion des maladies chroniques, essayer de maintenir le plus possible les gens en bonne santé chez eux avec tous les sujets de prévention. Et donc pour ça, il faut faire de l'humain et il faut aussi faire du digital. Donc par rapport à ça, dans cette vision humaine et digitale autour, on va dire, de ces sujets de santé à domicile, de parcours de santé, le groupe La Poste, soutenu par son actionnaire la Caisse des dépôts, essaye de construire un opérateur souverain, français, européen, qui va essayer humblement, mais quand même de façon déterminée, d'être un acteur qui compte dans le secteur. Donc on a fait des acquisitions autour de la chaîne de valeur de la data. Moi je crois que la data, ça va être clé. Ça va être clé. Donc MainCare, peu ou prou, qui informatise l'hôpital, c'est une façon de collecter à la source la data sur les processus de soins. On est en train de faire beaucoup d'acquisitions dans le domaine de la télésurveillance, télésuivi, téléexpertise pour essayer de faire une grosse plateforme industrielle de parcours patient au sens large, avec aussi de la collecte de données. On acquiert aussi des sociétés spécialisées dans l'étude, les études cliniques pour la pharma et la medtech, donc qui collectent des données, qui travaillent la donnée pour le compte des industries de santé. Et on va continuer petit à petit à agréger tout ça avec des services humains, puisque moi, je crois fondamentalement qu'on dit tout le temps que l'avenir de l'humanité est digital. Moi, je pense que l'avenir du digital, il sera très humain. J'aime beaucoup cette reformulation. Merci, Dominique. Je me tourne maintenant pour les questions introductives auprès de Virginie Laz. Nous avions parlé, pour préparer cette session, de l'importance de l'autonomie, de la rentabilité des entreprises du secteur. Donc, Virginie, donnez-nous la perspective que vous apporte votre fonction à Rothschild. Nous ne vous entendons pas? Et voilà, c'est mieux quand on appuie sur le micro. Voilà, c'est mieux. Donc, non, mais effectivement, on a vu, alors, l'innovation,
dans le secteur de la santé, l'innovation par le digital, dans le secteur de la santé, finalement, a suivi une évolution parallèle à ce qu'on a pu voir comme innovation dans d'autres secteurs, dans la finance avec la fintech, dans la distribution avec le e-commerce. Donc, il y a eu toute une période à partir de l'année 2015 où on a vu éclore beaucoup de sujets, beaucoup de projets digitaux portés par des entrepreneurs très brillants qui ont réinventer le parcours client avec le digital, dans la finance, dans le e-commerce, donc dans la santé. Et toutes ces nouvelles startups, finalement, ont trouvé du financement auprès d'un écosystème de fonds de capital risque qui s'est fortement étoffé. Donc, il y a eu un afflux d'argent pour financer des séries A, puis un afflux d'argent pour financer des séries B, puis l'arrivée de fonds à dominante anglo-saxonne pour financer des séries C, D, c'est-à-dire des tickets, des levées de fonds de l'ordre de 50 à 80 millions d'euros. L'écosystème européen s'est réveillé et on a vu aussi arriver des investisseurs européens capables de financer de gros tours de financement. Donc, ces jeunes pousses dans tous les secteurs et aussi dans la santé se sont fortement développés, ont beaucoup cru en termes de taille, ou en tout cas ont beaucoup dépensé en marketing pour avoir des clients, pour les garder, pour développer leurs solutions, etc. Donc, donc tout cet écosystème s'est fortement développé jusqu'en 2021-22. Le Covid a finalement été un effet d'accélérateur parce que le monde qui n'était pas passé au digital a été obligé de basculer dans le digital. Donc, c'est les formes de tous ces apéritifs Teams que les uns et les autres faisaient. Donc, il y a eu une vraie bascule du marché vers ces jeunes pousses digitales. Finalement, on était dans un univers où ce qui était important, c'était de développer du chiffre d'affaires et on avait un peu oublié la notion de profitabilité. Et puis, le principe de réalité a commencé à infuser aussi dans l'univers de la tech en 2022 avec l'augmentation des taux d'intérêt. Et ça, c'est un principe de base en finance sur lequel je ne m'étendrai pas, mais quand les taux d'intérêt augmentent, le coût du risque augmente aussi, et donc financer des sociétés risquées qui n'étaient pas rentables, qui avaient besoin d'injection de capital à chaque étape de leur développement, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et donc l'argent des investisseurs a cessé de s'orienter vers les startups. Donc, coup de tonnerre dans un ciel bleu, il a fallu que l'écosystème des startups comprenne que cette phase d'argent relativement facile qui a permis de créer vraiment des solutions extrêmement innovantes, ça c'était un peu terminé. L'argent facile est terminé. Et maintenant, messieurs les startups, messieurs, mesdames les startups, si vous avez un bon produit, si vous avez de vrais clients, alors vous devez être autonome financièrement. C'est-à-dire que votre chiffre d'affaires doit couvrir vos charges. Voilà, c'est un principe de réalité finalement. La tech n'y échappe pas, et donc il faut que les startups deviennent au moins indépendantes financièrement. Donc là, ça a été une vraie prise de conscience de l'écosystème tech, des investisseurs tech, et donc tous se sont mis à couper dans les dépenses qui n'étaient pas utiles, donc notamment les dépenses marketing, ralentir un peu la R&D, et puis essayer de retenir les clients, et puis essayer de faire payer les clients. Donc ça a occupé l'écosystème tech en 2022, en 2023, et aujourd'hui on commence à voir effectivement émerger des sociétés technologiques, digitales, software, qui se sont recentrés sur leurs produits cœur, qui ont été un peu plus imaginatifs en matière de marketing, qui maintenant sont toujours en croissance. Alors, croissance plus faible, mais
croissance quand même, et la profitabilité est là. Alors, ça a malheureusement aussi passé par un certain nombre de plans de rationalisation des équipes, hein, des uns et des autres. Donc maintenant, donc après 2 années finalement de financement extérieur extrêmement restreint, on arrive à finalement un paysage des startups qui est composé des startups qui arrivent à être en forte croissance et à être rentables. Ça, c'est une partie du marché. Des startups qui sont à l'équilibre et qui ont moins besoin d'argent, mais qui ne sont pas encore rentables. Donc, on se pose une question de que faire avec quel est l'avenir de ces sociétés-là, parce que finalement, s'il n'y a plus d'argent à l'extérieur et si vous êtes à peine capable d'équilibrer votre compte d'exploitation, qu'est-ce que vous faites demain? Et puis, il y a l'autre partie du marché qui est ces sociétés qui finalement ont eu beau faire des efforts de rationalisation, la profitabilité n'est pas au rendez-vous et les actionnaires ne souhaitent pas continuer à financer ces sociétés-là, ne souhaitent pas continuer à financer les pertes, et c'est très compliqué de trouver des investisseurs externes qui viennent financer ces pertes. Donc, voilà le paysage aujourd'hui. Ça, c'est dans la tech en général, mais dans la santé, finalement, on fait à peu près le même constat. Et donc, c'est maintenant que vous allez voir des rapprochements et des acquisitions et de la consolidation dans le marché de la santé, de la santé digitale, tout comme on le voit dans la fintech, tout comme on le voit dans d'autres segments de la tech. Alors, la consolidation, c'est quoi? Finalement, ça peut être des grands groupes. Alors, dans la santé, c'est effectivement, ça peut être la Poste, mais ça peut être aussi des assurances, ça peut être des groupes étrangers qui sont dans le européen, notamment de software dans la santé, qui viennent racheter des entreprises de la tech qui aujourd'hui peuvent être achetées, puisque les valorisations ont aussi fortement baissé, hein, puisque si vous n'êtes plus capable de vous autofinancer, effectivement, les attentes en termes de valorisation de vos actionnaires reviennent à des niveaux beaucoup plus acceptables. Ce qui n'était pas le cas. Enfin, dans les années 2020-2021, vouloir acheter une start-up qui avait pas mal de succès dans la santé ou dans le digital de la santé ou dans le digital au sens large, c'était très compliqué. Et les groupes traditionnels avaient beaucoup de mal à payer les valorisations attendues par les actionnaires. Aujourd'hui, les valorisations, elles ont baissé. Donc, il peut y avoir du rapprochement. On peut aussi voir finalement de la consolidation entre startups, puisque si vous êtes très fort sur votre secteur en France, vous pouvez vous rapprocher d'une société qui est très forte sur son secteur en Italie. Par exemple. Et pour ne serait-ce que citer un exemple, c'est ce qu'a fait Doctolib pour prendre pied en Italie. Oui, c'est vrai qu'on avait évoqué Doctolib et Withings. Ce que je vois, Virginie, c'est que les questions commencent à venir dans le chat, comme je l'avais demandé. Et on va peut-être passer maintenant aux questions. Il y en a plusieurs pour Dominique Pont, mais il y avait un premier. J'aimerais que chacun de vous trois dise en une phrase ou deux ce que vous pensez du label BPI. La question est posée par une journaliste qui dit que le label BPI France a été donné à beaucoup de sociétés dont certaines sont en difficulté. Donc, quelle est votre réaction à ce point, Emmanuel? Réponse très brève. Oui, mais je pense qu'effectivement, il y a eu énormément de projets qui ont été financés et soutenus. On était vraiment dans une logique vraiment de faire éclore l'innovation et de la soutenir au début. Et c'est logique que toutes les sociétés n'aboutissent pas dans leurs projets. Donc, je veux dire, c'est pas le label BPI France non plus qui assure qu'un modèle puisse fonctionner. Après, on peut quand même se féliciter qu'il y ait eu ce soutien qui a été opéré en France pour soutenir l'innovation à un moment donné, quoi. Ok, Dominique, réponse rapide concernant le label BPI France.
Oui, même chose qu'Emmanuel. La vocation de la BPI, c'était de soutenir l'innovation digitale en santé. Quand on fait de l'innovation, on a un label d'innovation, pas un label forcément de pérennité industrielle. Donc ça, c'est logique tout ça. Ok, Virginie? Non, mais Même enfin, je ne réponse. peux être que d'accord. La BPI a fait un énorme boulot. Ils ont investi dans beaucoup de très belles sociétés et dans le lot, il y en a quelques-unes qui malheureusement ne sont peut-être en moins bonne forme. Mais il faut aussi regarder toutes les belles sociétés que BPI a soutenues. Oui, et j'ai beaucoup apprécié la façon par laquelle Virginie nous a décrit tout le contexte par lequel les transactions vont avoir lieu, parce qu'encore une fois, nous avons un public mixte de personnes plus ou moins au courant des questions économiques. Je vais aller dans l'ordre des questions posées, et donc c'est le tour à la question de Sana Bouyaya, qui probablement le dirigerait plutôt vers Dominique, puisqu'elle évoque l'alliance souveraine prend du temps. Comment garantir qu'un cadre souverain public offre une réactivité suffisante pour que la France soit compétitive? Dominique. J'ai pas de recette miracle et de réponse toute faite à cette question. Ce que je crois, et voire même ce que je sais, pour avoir passé 4 ans moi-même du côté de la puissance publique, c'est que l'engagement des acteurs de l'écosystème, dès lors qu'ils sont militants sur un sujet et qu'ils arrivent à être militants ensemble, ça pèse énormément dans la force de conviction de la puissance publique. Donc si les acteurs français et européens militent pour une alliance souveraine autour de ces sujets, ça aidera aussi la puissance publique à s'engager dans cette voie-là. Alors, je vais de nouveau m'adresser à Dominique. Je vais tourner un commentaire en question. Cyril nous dit que les solutions proposées par l'e-santé sont très larges pour les parcours patients, les seniors, la data, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Dans votre ancienne casquette de clinique, Dominique, comment est-ce que vous procédiez à sélectionner les priorités de l'e-santé? En confrontant les idées des entrepreneurs, j'avais moi-même mon lab à l'intérieur de mon établissement. J'avais mon lab d'innovation numérique. Et en fait, juste en confrontant les idées des entrepreneurs à la réalité des usages. Et donc, juste en allant dans le réel de la mise en œuvre opérationnelle dans les usages, il y avait déjà une très grosse sélection qui se faisait. Et en revanche, je ne mettais pas de barrière à l'entrée sur du ROI. Parce que le ROI dans le numérique, c'est toujours compliqué, c'est souvent indirect et c'est souvent dans l'après-coup qu'on voit le ROI. Donc, je me contentais juste de vérifier que c'était un usage qui était déterminant dans l'amélioration du fonctionnement de mon établissement. Et juste pour vous donner des ratios, à juste ce test-là, d'usage réel et probant, on retenait plus que 20% en fait des projets qui nous étaient présentés par les startups. Donc déjà, c'était un gros filtre. Et en fait, je vais sauter une question pour y revenir. Est-ce que, puisque Dominique, vous êtes le plus près des professionnels de santé, est-ce que vous pensez qu'il y a encore un fossé aujourd'hui entre la majorité des professionnels de santé et les nouvelles technologies? Je crois que le Ségur de la santé, avec ses formations, doit aider à diminuer cette problématique. En fait, pour avoir passé 20 ans à diriger un établissement de santé qui appartenait à des professionnels de santé, et avoir passé 4 ans au sein de la puissance publique, ma conviction profonde, c'est qu'il faut d'abord soutenir les entreprises du numérique, qu'elles soient start-up, qu'elles soient industrie. Si on les soutient pour qu'elles fassent des outils interopérables, sécurisés, ergonomiques, proches des usages, les professionnels de santé, petit à petit, suivront. Il ne faut pas attendre le grand soir d'une appropriation par les professionnels de santé qui auraient la révélation en se disant c'est fantastique le numérique, je râlerai plus jamais après mon logiciel. Il faut d'abord passer par les industriels. Si on regarde un des programmes quand même français de politique française qui a
qui a fait bouger les lignes un peu, c'est quand même le programme du Ségur numérique. Le programme du Ségur numérique qui a fait bouger les usages, en fait, il a été basé sur une confiance et une alliance et un financement de la puissance publique vers les industriels. Donc pour moi, le premier sujet, si on veut embarquer les professionnels de santé, c'est soutenir les industriels, les startups, l'industrie du numérique. Et à partir de là, les usages viendront et l'adhésion des professionnels viendra petit à petit. Ça sera jamais parfait, mais ça viendra. Merci beaucoup. J'ai bien aimé cette réponse. Je vais surprendre Virginie en lui posant une question qui est posée à Monsieur Pont, mais j'aimerais, il pourra répondre, mais j'aimerais d'abord son avis. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu arriver Mon Espace Santé? Est-ce que vous pensez que ça peut contribuer positivement à la consolidation du marché, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que les plus aptes à être adoptés auront une facilité grâce à Mon Espace Santé? Alors, oui, je pense que si, en fait, c'est vraiment à deux facettes. Si Mon Espace Santé devient la plateforme de référence, parce qu'elle est ergonomique, parce qu'elle est facile, parce qu'elle est utilisée par tout le monde, alors évidemment, autour, parce que c'est du digital et c'est ça qui est magique, les acteurs privés pourront plugger d'autres applications, pourront l'alimenter, etc. Et ça sera un vrai succès et ça sera le vrai carrefour finalement de la santé digitale en France qui touche le public. Après, il faut que ce soit ergonomique, facile à utiliser, simple, et je suis pas sûre que ça le devienne et que ça le soit. Voilà, c'est un peu le problème. Voilà, si vous appuyez sur quelque chose lancé par le gouvernement pour que ce soit le cœur d'une innovation digitale, il faut que ce soit vraiment à la pointe de l'innovation digitale et à la pointe avec des interfaces clients, des interfaces utilisateurs qui soient ultra simples, ultra souples. Et bon, je ne sais pas si on y arrivera. Dominique, qu'est-ce que vous répondez? Comme disaient les psys, je suis sujet dans l'objet là. En fait, Mon Espace Santé, c'est pas ça en fait qui va industrialiser ou qui va aider. Mon Espace Santé, ça a été pensé d'abord pour que le citoyen français ait accès à ses données de santé. Donc le premier sujet de Mon Espace Santé, ce n'est pas la structuration des industries de santé. C'est un objet emblématique juste pour respecter en fait le fait que c'est pas normal que les citoyens français n'ont pas accès à leurs données de santé de façon simple. Et sur ce sujet-là, pour moi, le pari est en passe d'être gagné. On est passé de quelques millions de documents injectés dans le DMP depuis 20 ans à 250 millions aujourd'hui par an. Donc pour moi, ce pari est en train d'être gagné, ne serait-ce que pour ce sujet qui est un sujet citoyen, redonner aux gens leurs données de santé. Le sujet des programmes d'État pour favoriser en fait le soutien aux industries de santé, c'est plus le programme Ségur numérique qui a apporté quelque chose. Et en ça, c'est ce qui vient d'être dit depuis le début. Ça a été un soutien direct aux industriels. C'est une première en France. C'est un nouveau dispositif sur lequel il y a une jurisprudence française en disant c'est un système ouvert non sélectif qui finance tout l'écosystème des industries de santé sur ces thématiques à condition qu'ils respectent les règles de l'État. Ça, je pense sincèrement que ça fait progresser notre système parce que ça rend les logiciels un peu plus interopérables sur des mêmes référentiels. Donc, ça va favoriser, comme on l'a dit tout à l'heure, la consolidation des acteurs. Et la consolidation des acteurs, en priant pour que ce soit des acteurs européens, pour moi, c'est une bonne chose. Donc, c'est pas Mon Espace Santé l'objet de transformation de l'industrie, c'est plutôt le programme Ségur numérique et j'espère qu'il sera pérennisé de vague en vague. Merci Dominique. Alors, Emmanuel, plusieurs personnes dans le chat parlent de parcours de soins. Est-ce que vous arrivez à agglomérer des éléments vous permettant de voir un peu plus clair sur l'avancée des sociétés e-santé concernées par le parcours de soins?
C'est peut-être une question qui effectivement, vous moi, est posée, je ne sais pas. Donc, si vous ouais. avez eu l'occasion de faire ce type. Oui, mais c'est un point très intéressant et pour recouper avec ce qui vient d'être dit précédemment sur, enfin, peut-être pas sur mon espace santé, effectivement, mais sur, d'une certaine manière, l'aspect de la collecte des données et la circulation des données qui se développe et peut-être tout ce qu'on attend de l'intelligence artificielle pour le futur qui sera un moteur d'industrialisation, a priori, de tout ce qui se passe dans les santé. En fait, enfin, je veux dire, il y a eu aussi des désillusions très fortes sur ce sujet. Je pense à un acteur comme Babylon Health qui a complètement chuté, qui avait vendu une utilisation de l'IA et une maîtrise de ce domaine-là, et finalement qui a pas vraiment rempli l'objectif. Donc, il y a sur ce tournant, peut-être sur l'IA générative, il y a peut-être aussi des illusions qui peuvent se produire parce que, en fait, on se rend compte que dans la e-santé, effectivement, l'humain garde un rôle essentiel et que on voit aussi que d'ailleurs il y a plutôt des formes de consolidation qui peuvent se dessiner peut-être entre les structures de soins physiques et les acteurs de e-santé. On voit des éléments de complémentarité aussi qui se dessinent très fortement pour ancrer les solutions dans les territoires notamment et répondre aux cadres de régulation en France. Donc voilà, c'est le mix entre IA et le côté industrialisation et humain aussi qui sera certainement en lien avec cette histoire de parcours de soins, quoi, qui rentre complètement dans cette histoire de correspondre au parcours de santé, de soins des individus, quoi. Un mot rapide de Dominique et de Virginie sur l'émergence d'un segment qui s'appellerait parcours de soins. Virginie? Ouais, non, mais moi, je voulais un petit peu rebondir sur ce que disait Dominique. Effectivement, c'est très bien que mon espace santé permette aux patients de mettre la main sur ces données, mais ce serait dommage que ça ne soit que cela. Parce qu'on aura 50 millions de patients connectés de manière digitale à leur espace de soins sur lequel il y a beaucoup d'informations qui peuvent être partagées, qui peuvent servir à une meilleure prévention, etc. Et ce serait dommage que ça reste quelque chose de clos et qu'on n'utilise pas cette superbe plateforme pour construire autour, tout en respectant évidemment toutes les problématiques de confidentialité. Donc oui, moi je pense que oui, il peut y avoir un écosystème qui se construise autour de mon espace santé. Dominique, vous êtes d'accord que oui, c'est beaucoup plus... C'est surtout que je vais apporter une information à Virginie, comme ça, à la sortie de la conférence, elle aura pris peut-être un petit quelque chose. En fait, dans le programme Ségur, il y avait une première phase qui était de modifier tous les logiciels de santé en France en finançant les industriels pour apporter des données dans mon espace santé. Étape 1, Ségur 1, vague 1. Ségur vague 2, qui va sortir maintenant avec un énorme travail de toutes les équipes de l'ANS et de la DNS, et je vous le dis tranquillement, j'y suis plus, donc je peux le dire. La vague 2, c'est le chemin inverse, c'est-à-dire la possibilité d'accéder aux données de façon ergonomique depuis les logiciels des professionnels de santé. Donc ce plan, il est imaginé depuis le début, mais en fait, le simple fait que l'État, pour une fois, a de la suite dans les idées, change pas de plan en cours de route, sur plusieurs années, définisse une stratégie avec des acteurs de l'ombre, hein, comme ceux de la DNS, de la CNAM et de l'ANS qui travaillent dans l'ombre et qui avaient ça en tête depuis le début et qui franchissent ces étapes les unes derrière les autres de façon pragmatique et déterminée, pour moi, c'est ça une vraie politique publique. Et quand la vague, et à la fin, tous les sceptiques voleront au secours de la victoire en disant mais on l'avait dit depuis le début que ça marcherait et comme vous Virginie vous direz c'est super ergonomique mon espace santé, donc j'en suis persuadé. Et donc pour revenir sur le sujet de l'écosystème du parcours de santé, pour moi il y a deux sujets majeurs, on va dire dans les 5 prochaines années de consolidation de l'innovation dans le digital. Ça sera le parcours de santé. On est à peu près dans un état de fragmentation des solutions sur le parcours de santé qu'il y avait il y a 20 ans sur le dossier patient des établissements. Pratiquement un logiciel par médecin, quoi. Et il y avait peut-être 100 acteurs il y a 15 ans, il n'y en a plus que 5 ou 6, enfin, quelque chose comme ça. Ça va être exactement la même chose. Et le deuxième sujet, c'est ce qui vient d'être dit juste avant par Emmanuel. Et là, il faut pas se planter parce qu'il peut y avoir des illusions. C'est le sujet de data et d'IA.
Et donc, moi, je pense qu'il y a un énorme game changer autour de ces sujets-là, mais il y aura de la casse et il y aura des fausses bonnes idées, il y aura des erreurs de jugement, il y aura, voilà, on va défricher, mais je pense qu'il y a un énorme sujet autour de ça. Donc, parcours de santé numérique, data IA, c'est les deux sujets majeurs de consolidation des 5 prochaines années dans le numérique en santé, à mon avis. Et qui vont se consolider parce que le parcours de soins génère ces data. Donc, Exactement. Tout ça ira tout à fait ensemble. Plusieurs des questions reviennent à des problèmes de la durée des process dans le système de santé. Faudrait-il pouvoir acquérir des sociétés avant qu'elles ne soient rentables parce que c'est très long dans la santé pour devenir rentable? Comment gérer avec un État qui est nécessairement pas aussi rapide qu'on ne voudrait? Comment répondre à cette question? Virginie, est-ce que vous voulez vous attaquer à ce problème du temps? Ouais, non, mais c'est sûr que la santé étant un segment réglementé, c'est plus long, c'est plus compliqué. À l'inverse, ça crée aussi des acteurs extrêmement résilients parce qu'une fois qu'ils sont passés au-delà de la barrière de la réglementation et qu'ils sont installés dans le système, pour le coup, ils sont relativement protégés. Donc, et on en revient quand même. Je pense que, enfin, on parlait de la BPI en début du chat. Il y a aussi des investisseurs qui sont spécialisés dans la e-santé, qui sont spécialisés dans les investissements dans la santé en général. Ces investisseurs-là savent que investir dans une start-up qui vise la e-santé, c'est long, c'est compliqué, mais le gain à la clé peut être extrêmement fort. Donc, ces investisseurs, bon, ils sont toujours là. C'est moins, comme je l'expliquais, il y a moins de l'argent jeté par la fenêtre que précédemment, mais il y a toujours des investisseurs qui sont là pour investir dans des startups de la santé. L'action du gouvernement pour favoriser la digitalisation de la santé, elle est effectivement très claire. Et ce qu'il ne faut pas, c'est juste, je pense qu'il faut que les entrepreneurs reviennent à des business modèles qui soient relativement vertueux. C'est-à-dire que oui, c'est long et donc on a le droit de perdre de l'argent le temps que on arrive à passer les différentes vagues de la réglementation et de la montée en puissance du marché. Mais il faut avoir des business models avec des unit economics qui soient relativement rentables et non pas se dire on dépense jusqu'à ce que et on sera toujours financé parce qu'il y a toujours un investisseur magique qui viendra. Ça n'est plus le cas. Donc il faut construire des business plans qui prennent en compte la longueur de l'émergence des business models dans la santé et aller voir des investisseurs spécialisés qui comprennent cette longueur-là un peu spécifique, mais qui comprennent aussi qu'il y a des débouchés pour des startups grâce à cette digitalisation qui est en marche et qui est inéluctable. Bien choisir ses investisseurs, voire co-concevoir son business model avec les investisseurs qui peuvent et la bonne nouvelle quand même, certes, moi je trouve que le secteur de la santé, oui, effectivement, c'est un temps long, enfin c'est un secteur où les choses avancent lentement, mais ce qu'a dit Dominique Ponce, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a quand même une prise de conscience de l'ensemble, enfin des pouvoirs publics et de l'ensemble de l'écosystème, de cette nécessité de la digitalisation, et je pense que ça va aller plus vite que précédemment. Donc, on voit ici que nous sommes déjà dans le cadre presque du trio souhaité par Dominique, puisque nous avons ici différents acteurs et qui convergent dans leurs avis. J'ai une question un peu brûlante pour Dominique. Actuellement, on voit qu'il y a une question qui est posée sur l'hébergement des données. C'est une question qui vient dans le chat aussi. L'hébergement de données, de nos données de santé chez un acteur privé, ça commence par M. Qu'est-ce que vous en dites, Dominique? Je suis relativement connu, Denise, pour être quelqu'un qui manie pas trop la langue de bois. Je me suis toujours prononcé publiquement pour être un militant de la souveraineté.
numérique, française et européenne, voilà, parce que là, sur ces sujets, je pense que ça doit se traiter à un niveau européen. Donc moi, je milite pour que les grands programmes français et européens en termes d'hébergement de données, mais aussi d'hébergement d'applications, c'est-à-dire du cloud, et derrière tout ce qui va se passer autour des stacks, des infrastructures d'IA, ça soit souverain. Donc, je me suis toujours prononcé, j'ai jamais été ambigu là-dessus. Je suis contre, en fait, le fait qu'on conserve une logique de stratégie non souveraine sur ces sujets d'entrepôts de données, que ce soit des entrepôts de données primaires identifiantes dans le cas des parcours de soins ou des données secondaires dans le cas de l'innovation, des études cliniques et de l'épidémiologie. Moi, je pense qu'il faut soutenir une stratégie souveraine sur ces sujets. Donc, voilà, je peux pas être plus clair. Et d'ailleurs, j'ai été responsable au ministère de porter mon espace santé. Mon espace santé, c'est un programme souverain. Et qu'est-ce que vous pensez de la question de Guillaume? Les données de santé sont-elles un bien public? Ce que je pense sur ces sujets, c'est in fine, c'est quand même des données qui sont rattachées aux citoyens. Moi, j'aime bien les citoyens français. Je pense que les citoyens français, européens ou les citoyens du monde, ils sont pas idiots. Même si c'est pas des geeks, ils sont pas cons, quoi. Et donc, si à ces gens-là, on leur dit, écoutez, l'usage des données de santé, moyennant un certain nombre de règles, de principes, ces données, elles sont utiles pour l'amélioration du système de santé, elles sont utiles pour mieux soigner, elles sont utiles pour la recherche, à ce moment-là, on va pouvoir libéraliser l'usage des données. Mais partons d'abord sur un principe de confiance dans le citoyen. Tout système opaque créera de la défiance et la défiance, de toute façon, perturbera l'innovation et l'usage des data. Donc, moi, je milite plutôt pour quelque chose qui soit de l'ordre, c'est la question qui se pose actuellement dans l'espace européen des données de santé, l'usage beaucoup plus libre des données de santé, mais en faisant le pari citoyen. Voilà. Et donc, en toute transparence vis-à-vis des citoyens. Ok. Il y avait une question, je voudrais pas la laisser sans réponse. Emmanuel, comment voyez-vous, avec vos analyses, la segmentation B2B versus B2C au grand public dans le domaine de l'e-santé? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un petit avantage en termes de maturité et rentabilité au marché B2B? En e-santé, il y a quasiment que du, enfin, il y a, par sur exemple, les modèles, c'est que du B2B ou du B2B2C. Oui, si on prend ouais. WeThings, Effectivement, le B2C, c'est quasi inexistant. oui, WeThings est par exemple sur deux pieds. Il y a une partie B2B, une partie B2C. Oui, mais bon, les modèles, à un moment donné, on a bien vu que tous les modèles B2C, ils se sont tournés vers la médicalisation, vers des solutions qui incluent des professionnels de santé, des solutions médicalisées, parce que et d'ailleurs, c'est là que se sont plantés tous les GAFAM, hein. Ils ont voulu, enfin, ils ont jamais réussi véritablement à s'imposer dans l'électronique grand public autour de la santé, quoi. Je veux dire, ils se sont retirés, même si dans la recherche, par ailleurs, et autour de l'IA, il y a des choses qui se font au niveau de l'industrie, des industriels de santé. En revanche, tout ce qui est B2C, ça n'a pas véritablement fonctionné, quoi. Je veux dire, on est revenu à un moment donné à intégrer ça, quand même, à chercher à intégrer ça dans le système de santé, le système de soins, en lien avec les professionnels de santé. Ok. La difficulté dans le secteur de la santé, c'est que le si n'existe pas vraiment. Le consumer, c'est quand même en grande partie un patient, donc ça complique un petit peu les choses. J'allais justement vous poser une question un peu différente, Virginie. Est-ce que vous seriez plus heureuse s'il apparaissait des sortes d'opérateurs qui regroupaient les différents volets de la télémédecine, téléconsultation, télésurveillance, téléexpertise, télésoins? Est-ce que vous pensez que ça serait un bon pas pour agrandir la taille des acteurs des petits acteurs sur le marché? Oui, très certainement, parce que on est quand même toujours sur des secteurs qui sont
pour que les services de la e-santé, de la télésurveillance, téléconsultation, tout ça, pour que ça reste performant, ça nécessite quand même pas mal de boulot, de R&D techno, etc. Et donc, pour être performant en matière de R&D techno, bah, faut être relativement costaud, quoi. C'est sûr que si on voyait apparaître effectivement un spécialiste qui puisse faire en plus un service relativement de bout en bout, ce serait relativement idéal pour tout le monde. Et je pense que ça va finir par apparaître. Restructuration, Emmanuel, pardon, ou sectorisation, comment vous aimeriez voir cette question que nous avons traitée à propos de la télémédecine? Est-ce qu'il y a différents sous-secteurs dans l'e-santé qui gagneraient à être regroupés? C'est une excellente question parce qu'il y a eu on va dire, peut-être quand on pense à un groupe américain comme Teladoc Health qui a essayé en fait de faire la jonction avec des stratégies d'acquisition très ambitieuses autour de la téléconsultation et de la télésurveillance médicale. Ça a été une stratégie avec une acquisition de Livongo qui a été vraiment c'était des milliards, 15 milliards de dollars. C'est une stratégie qui est très ambitieuse, mais est-ce qu'elle n'est pas un petit peu en avance sur ce qui se passe? Il y a des marchés qui structurent plutôt comme la téléconsultation qui est reliée au logiciel de santé sur des logiques d'agglomération de fonctionnalités, et il y a des logiques sur la télésurveillance médicale qui sont plus reliées à des logiques de spécialisation parce que vous devez faire valider cliniquement vos solutions. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes modes de fonctionnement. Et puis la structuration de la télésurveillance médicale, on est dans l'idée justement là, c'est là où on en rejoint la manière dont est régulé le marché. Il y a cette notion d'interchangeabilité des solutions. Voilà. Les pouvoirs publics interviennent pour faire en sorte que finalement il y a une relative quand même mobilité des fournisseurs possibles chez les acheteurs. Alors que bon, sur une logique effectivement d'éditeur qui va proposer des solutions, il y a quand même l'idée qu'on passe par un guichet unique pour ces solutions. Donc voilà, il y a des points quand même de friction entre ces logiques de convergence éventuelle entre des activités. Merci pour cette réponse. Je voulais dire à ceux qui sont parmi les participants que si vous n'avez pas pu poser votre question, n'hésitez pas. Vous pouvez vous connecter à Virginie Laz, Emmanuel Sèvres et à Dominique Pons sur LinkedIn et leur poser des questions qu'on n'aurait pas approfondies suffisamment. Avant, Stéphanie, de conclure, j'aimerais avoir votre avis. Vous êtes à la tête d'une start-up. Vous avez entendu toutes ces réflexions sur la question de la rentabilité, sur le fait que big is better. Comment voyez-vous cela de votre fenêtre dans la téléconsultation? Alors, je pense que je vais quand même garder l'angle e-santé au sens large, et cependant, Denise, ça va se couper avec, je pense, ma conclusion. D'accord. Nous, ce qui est certain, on est certain qu'il y a un vrai momentum qui se joue là, actuellement, et que les 24 prochains mois, ils vont être clés pour construire justement des champions souverains français et ou européens. Et en revanche, et c'est pour ça que je prends la casquette e-santé au sens large, pour nous, ces champions, ils vont émerger au carrefour de 3 angles. Il y a à la fois la partie outils. Je pense quand même qu'il ne faut pas sous-estimer la partie techno quand on voit comme la réglementation et les enjeux de sécurité se renforcent. Pendant longtemps, on entendait finalement l'outil téléconsultation, si je prends cet exemple-là, la visio, c'est une commodité. Je pense que c'est moins le cas qu'avant parce qu'il y a une vraie barrière à l'entrée qui est en train de se créer avec les exigences de sécurité. Donc voilà, il y a ce premier angle qui est autour de l'outil. Je pense qu'il y a un deuxième angle qui est autour des services. Donc des services, mais en se concentrant vraiment sur ceux qui ont une valeur ajoutée, que ce soit des services de prévention dont on entend beaucoup parler en ce moment, l'accès à des professionnels de santé, etc. Et il y a un troisième angle qui va être le soin en allant jusqu'au domicile du patient. Je pense que ce dernier kilomètre, il ne faut pas l'oublier parce que l'important aussi dans la e-santé, c'est d'aller se rapprocher du patient chez lui. Et en revanche, qui dit souveraineté, dit aussi pérennité économique.
Et il y a un vrai enjeu à lancer une réflexion sur les financements de la santé en France avec l'ensemble des acteurs du soin, qu'ils soient privés ou publics. Et la conclusion? Et si ça vous convient, il est 14h tout pile. Exactement. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont pu se joindre à nous. Pour information, ce live, il a été enregistré, donc il sera diffusé sous peu. Émergera aussi une publication qui rassemblera la synthèse des échanges. Et je remercie à nouveau nos 3 intervenants pour la qualité de leur contribution et d'avoir pu nous dédier du temps. Bon après-midi à tout le monde.